La météo, c'est une question de mécanique des fluides. Les fluides, vous avez l'air, un fluide. Vous avez l'eau aussi. Donc, c'est des déplacements. Pour faire la météo, il faut faire la mécanique des fluides. Cette mécanique-là. En CBG, je crois que pour les L1, je fais des cours de mécanique. Avant, je faisais des cours de mécanique classique cinématique. Et puis, il y avait la mécanique et une partie mécanique des fluides. Mais bon, ils ont ramené l'heure de 12 heures, ils ont arrêté à 8 heures. Donc, le cours de mécanique des fluides, je ne peux plus le faire. Alors que c'est des cours très, très importants pour ces personnes-là. Donc, la météo, c'est défini par quelques valeurs instantanées et locales. Par exemple, vous avez la température, les précipitations, l'ensoleillement, la pression. Quand on veut connaître la météo pour les pays qui sont, ceux qui sont en hiver ou qui ont les saisons hivernales, les saisons pour les zones tempérées, ce qu'ils veulent savoir, c'est quel temps il va faire demain. Est-ce qu'il va faire froid ou est-ce qu'il va pleuvoir? Actuellement, c'est la période, c'est l'hiver, donc chacun cherche à savoir est-ce qu'il va pleuvoir demain ou bien est-ce qu'il va faire froid. Ça permet de voir s'il y a du verglas, etc., etc. Alors, on prend ses précautions pour le lendemain. S'il y a des activités à mener, etc., on se dit, ah bon, il va neiger, ou il va pleuvoir, il va faire très froid, etc. Donc, c'est très, très important pour ces populations-là. Bon, ici, on ne se pose pas beaucoup de questions. Hein. Soit il pleut, actuellement, ce qui va pleuvoir, c'est ça seulement qui est le paramètre pour nous. Et donc, le climat en zone tropicale, le paramètre essentiel des mesures du climat dans la zone tropicale, c'est la pluie. C'est ça. Vous avez la mousson pendant le mois de juin, où il pleut, où il pleut. Il pleut, c'est la saison de pluie, et puis c'est la saison sèche. Vous voyez? Donc, l'élément important pour définir le climat dans la zone tropicale, c'est les précipitations. Alors que dans cet endroit-là, non seulement il y a les précipitations, mais la température. La température ne varie pas beaucoup. Il ne varie pas beaucoup. On est peut-être à 32 degrés, mais actuellement. Mais bon, pendant le mois d'août ou pendant la période de pluie, et la température peut-être peut aller jusqu'à 27-28. Sauf sur la zone côtière. Sur la zone côtière, au mois d'août, vous observez une baisse de la température, n'est-ce pas? Les nuits sont fraîches au mois d'août, n'est-ce pas? C'est lié à quoi? Il y a un phénomène qu'on appelle un upwelling. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Un upwelling. UP. C'est les remontées d'eau froide du fond de mer. C'est les remontées d'eau froide. Vous voyez? Ça fait que la température va être autour de la nuit, ça peut être 25-24 degrés. Parce que là, il va y avoir des remontées d'eau froide. Et ces remontées d'eau froide, il va y avoir une interaction entre l'air et puis ces eaux froides-là. Donc, ça va contribuer à rafraîchir l'atmosphère et ça va aussi atténuer l'humidité qu'on observe dans l'atmosphère. Donc, vous voyez, l'interaction entre l'océan et l'atmosphère va jouer un rôle dans la détermination du climat du littoral. Donc, on ne peut pas étudier seulement, on ne peut pas étudier la météo du climat sans faire intervenir l'atmosphère et les océans. Si vous parlez de climat, il y a ce qui se passe dans l'atmosphère, il y a ce qui se passe dans les océans. Bon, on va continuer et puis on va revenir.
Donc, donc, ça veut dire qu'il faut avoir des observations quasi permanentes. Est-ce que j'ai enclenché? Oui, j'ai enclenché le recording là. Je n'ai pas enclenché? Si, si. J'ai enclenché. Ah, si, pause recording. Donc, thank you. Donc, pour définir la météo, il y a quelques paramètres essentiels, notamment la température, les précipitations, la pression, l'ensoleillement. Alors, ces valeurs-là sont fournies par des stations qui sont au sol. Les précipitations, vous avez les classiques, ce qu'on avait les pluviomètres, pluviographes. Et puis, vous avez maintenant la possibilité de faire l'estimation des pluies à partir des données satellites. Il y a les ballons sondes, donc il y a les stations au sol pour pouvoir mesurer quelques paramètres météo. Il y a les ballons sondes qu'on lance et qui fournissent les données qui éclatent puis après dans l'atmosphère, parce que les Chinois ont fait. Et vous avez les satellites. Ce sont ces moyens-là qu'on utilise pour avoir ces données-là. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les modèles de prévision. Vous avez les modèles de prévision. Quand on a récolté toutes ces données-là, il faut les mettre dans une moulinette avec des modèles des modèles de prévision et ils vont vous sortir des prévisions sur le jour, sur la semaine, etc., etc. Mais ce sont des prévisions, les gens ont besoin de prévisions précises, c'est-à-dire on peut regarder ce qui se passe au niveau d'Abidjan seulement, vous voyez, ou on peut regarder ce qui se passe sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Alors, maintenant, on parle de climat lorsque ces données météorologiques-là sont mesurées sur une longue, c'est le time series, c'est-à-dire sur une longue période. Sur une longue période, ces paramètres que je viens de vous citer là, qui sont mesurés à partir des stations au sol, des ballons sondes, ou bien avec des données satellites, avec des satellites. Si vous observez ça sur une trentaine d'années, vous pouvez alors parler du climat de la région. OK? Donc, bon, on dit la dernière période de référence, c'est entre 1990 et 2020. C'est-à-dire, si vous voulez définir le climat actuel, il faut aller prendre les données de 90 à 2020. Vous allez sur 30 années, vous allez avoir une idée. Parce que d'année en année, vous pouvez avoir des événements extrêmes, mais ce n'est pas le climat. Le climat, c'est une moyenne que vous allez avoir. C'est-à-dire, si vous observez la température sur un an, vous allez vous dire que bon, si vous prenez ça comme données climatiques, c'est faux. Actuellement, au Canada, il fait très froid. Il y a des zones où vous observez des températures qu'on n'a jamais mesurées depuis près de 50 ans. Si vous prenez ça sur une année, vous dites voici l'évolution de la température moyenne en hiver au Canada, c'est faux. Puisqu'il y a eu des années où il y avait un peu plus doux. Donc, c'est la moyenne qui est observée sur une très longue période, sur 30 ans. Ça permet de pouvoir donner une idée sur le climat. Vous voyez, si vous faites un devoir ici avec les étudiants, il y en a qui vont avoir 18, il y en a qui vont avoir 10. Mais si vous la seule note là, ça ne reflète pas la valeur de l'étudiant. Mais si le gars, il a 18 sur plusieurs devoirs, alors vous êtes certain que c'est sa valeur, ça. Parce que celui qui a 5 là, la prochaine fois, il va travailler pour pouvoir avoir 15. Si vous prenez sa seule valeur là, il ne faut pas le juger. C'est pour cela qu'on ne prend pas des données météo là, ces données observées sur
deux semaines là pour estimer le climat. OK. Alors, Mais, professeur, oui, oui, professeur, s'il vous plaît. oui, Si vous permettez, tout oui, à l'heure, vous nous avez rappelé que bon, il faut un certain nombre d'années, au moins 30 ans, pour pouvoir définir un climat. oui, Euh, euh, et ça, bon, pour nous autres qui sommes géographes de base, ça, c'est des trucs, c'est des rappels. Mais je vais dire, aujourd'hui, nous sommes en 2023. oui. Est-ce que je posais une fois la question à un de vos collègues au cours d'un cours. Je demandais comme ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, actuellement, avec ce que vous avez dit, les livres, on doit changer le climat qui a changé. Est-ce que au niveau de la Côte d'Ivoire, euh, la définition de ces climats, l'actualisation de ces climats ont déjà commencé? Parce que nous sommes aujourd'hui en 2023. Si ça avait été fait, aujourd'hui, on serait dans les nouveaux livres de nos jeunes frères, de nos enfants, que vous dites, voilà les nouveaux climats qui sont définis. Mais cela n'a pas été fait. Quand nous autres qui sommes dans les projets de développement, quand on fait des projets, on s'en rend compte que souvent même à partir à propos des données de la SODESAM, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi, c'est pas facile. C'est maintenant que la SODESAM a essayé de mettre un système en place pour pouvoir avoir les données un peu partout. Et ce n'est pas toutes les stations, tous les emplois de la Côte d'Ivoire sont couverts par des stations. Donc, aujourd'hui, par exemple, nous sommes en 2023. Oui. Quelles sont les dispositions que vous avez initiées pour qu'on puisse aujourd'hui définir les nouveaux climats, pour qu'on ne dise plus que la Côte d'Ivoire a 4 climats comme on connaît, climat soudanais, climat haïtien, climat comme on connaît depuis le primaire. Qu'est-ce qui a été déjà fait? Les initiatives qui ont été prises ou bien c'est déjà fait? Bon, c'est ce que je voulais savoir un peu. Oui, comme je l'ai dit, nous avons publié un article, le professeur Ochou, nous sommes trois, je pense, à avoir publié un article sur, euh, sur le climat de la Côte d'Ivoire à partir des données récentes. Et on a comparé justement ces données-là à... bonjour. On a comparé les découpages climatiques, les zones climatiques que nous avons actuellement avec celles qui ont été définies auparavant avec les données de la SECNA et qu'on a encore dans les livres scolaires. On s'est rendu compte qu'il y a eu des changements majeurs qui sont intervenus. Bon, le drame, enfin, les défauts aussi des chercheurs, c'est que nous, on publie, et puis bon, le reste, on fait pas, c'est dans des publications. Mais c'est peut-être à nous aussi d'aller d'informer. Exactement, en fait, c'est le souci. Comment? OK, donc c'est à nous aussi de faire connaître ces résultats-là pour dire qu'il y a eu des changements et que ce n'est plus, ce n'est plus adéquat d'enseigner des choses qui sont passées il y a plus de 30 ans, parce que ce n'est plus le climat actuel. Donc, avec, je pense qu'avec les collègues des DGTM d'ailleurs, qu'on a fait cette étude-là, en prenant des données du Ghana et des stations des mesures de la SODEXAM qui nous a fourni ces données-là. Et on a fait une mise à jour de ces zones climatiques-là. Mais bon, ça c'est tout dans les publications. Hein. Voilà. Peut-être que c'est à nous de faire aussi notre partie de travail pour dire qu'on devrait modifier ces enseignements de base-là sur le climat en Côte d'Ivoire. Voilà, M. Ano, c'est ce que je pourrais vous répondre. Sinon, je pense que les géographes, vous connaissez aussi ça. Hein, ça vous notez effectivement qu'il y a des changements notables qui sont intervenus. Oui, professeur. Alors, merci beaucoup, professeur. OK. Donc, on dit que pour le climat, ce qui peut modifier le climat, c'est surtout ce qu'on observe au niveau des conditions atmosphériques, mais aussi océaniques. Et puis, vous avez aussi des changements qui sont très faibles au niveau astronomique. Alors, il y a un phénomène dont on va parler un peu plus à la fin, c'est le phénomène El Niño. Hein? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça.
le phénomène El Niño, qui illustre bien l'interaction qu'on a entre l'atmosphère et l'océan, et qui fait que on peut avoir des zones de grande sécheresse et aussi on peut avoir des périodes. Bon, nous qui sommes les anciens, en 84, il y a eu un phénomène El Niño, souvent pas où j'étais étudiant, comme ça, ici sur le campus. La Côte d'Ivoire avait organisé la CAN ici. C'était la première fois, d'ailleurs la première CAN qu'on a perdu d'ailleurs. C'est le Cameroun qui a éliminé, etc. Alors, il y a eu des délestages cette année-là, importants. Il y a eu des feux de brousse importants parce que la sécheresse était telle qu'il y a des plantations de cacao, machin, surtout au centre, qui ont brûlé. Parce que c'est à cause du phénomène El Niño. El Niño, c'est un phénomène lié à l'atmosphère et à l'océan qui fait que on va avoir des zones sèches et des zones très humides. Et chez nous ici, c'était la sécheresse. Cette sécheresse-là a été très, très dure. Donc, il y a eu des coupures d'électricité, il y a eu des délestages. C'est là où souvent on a appris le mot délestage même d'ailleurs. Parce que les barrages étaient à un niveau très bas et il fallait gérer l'énergie. Bon, ça, c'est les grandes zones climatiques. Alors, donc, la météorologie et la climatologie concernent des échelles de temps et d'espace qui sont différentes. Tout à l'heure, je vous ai dit que les modèles climatiques travaillent sur des grandes échelles, c'est-à-dire la résolution, c'est de l'ordre de 100 km quand on travaille sur le climat. Alors que pour les prévisions météo, des fois, on veut avoir des prévisions. Il y en a qui font des prévisions sur toute une petite région. Donc, la résolution, on peut aller jusqu'à 2,5 km. Donc, France fait des prévisions jusqu'à 2,5 km. C'est-à-dire que c'est des prévisions qui sont assez fines. Mais par contre, pour les modèles climatiques, on travaille sur les grandes échelles, 100 km au moins de résolution. Alors, tout cela est géré par des équations. C'est-à-dire que les modèles qu'on utilise, un modèle physique, il faut d'abord comprendre le phénomène. Pourquoi on observe tel phénomène? Comment ça se manifeste? Il faut les mettre sous forme d'équations. Quand vous écrivez que le poids est égal à mg, c'est-à-dire tout corps qui a une masse m, sous l'effet de la loi de la gravitation, subit une force qu'on appelle P, qui est égale à mg, et dirigée vers le centre de la Terre. Alors, ça, c'est une loi, c'est-à-dire qu'on décrit ce phénomène-là par une équation qu'on écrit P est égal à mg. Ça, on a compris ça. Maintenant, les phénomènes qui évoluent pour déterminer le climat, qu'est-ce qui va permettre de définir la température aujourd'hui, qui va permettre de calculer les vents, les vitesses du vent, la vitesse du courant, etc., etc. Il faut comprendre quelle est l'origine du vent. Qu'est-ce qui met le vent? C'est des masses d'air qui sont en déplacement. Vous voyez? Donc, c'est quand on a compris tout ce phénomène. Et pourquoi est-ce qu'il se déplace? Pourquoi est-ce que cette masse d'air-là va se déplacer? Parce qu'il va y avoir une différence de pression entre une haute pression et une basse pression. Quand on a compris tout ça, on les écrit sous forme d'équation. Parce que, vous voyez, quand on fait les prévisions météo, on dit le vent va souffler à telle vitesse. Quand il va y avoir des phénomènes de perturbations très, très importants,
on dit on va avoir des cyclones avec telle vitesse, des vents, etc., etc. Mais parce que on a les équations, on a compris que le vent, c'est dû à une différence de pression. On mesure la pression ici, la pression là, on peut déterminer, avec ça, on peut évaluer la vitesse du vent, le déplacement de la masse d'air. On écrit tout ça là, on met ça sous forme de croissance et on écrit alors un modèle. Donc, une prévision, elle sera beaucoup plus pointue lorsque le modèle sera de plus en plus fin. C'est-à-dire lorsqu'on aura maîtrisé tous les paramètres qui sont dans ce modèle. On peut avoir des approximations. Quand on écrit une équation, quand on écrit des modèles, ça peut être des approximations. Mais, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris, on n'a pas bien compris. Donc, on fait des approximations. Mais au fur et à mesure, on commence à comprendre de plus en plus les phénomènes. Et les équations aussi vont subir, les modèles aussi vont subir des améliorations. Les mesures aussi qu'on fait vont pouvoir aussi, avec des instruments, des mesures de plus en plus fines. Si on a des bonnes mesures, on a une résolution de plus en plus fine, on a des modèles de plus en plus qui sont améliorés, alors les prévisions vont être encore meilleures. Alors, les marégraphes, vous avez entendu parler des marégraphes, hein? Ce sont des instruments qu'on installe dans les ports en général pour mesurer la marée, le niveau de la mer. C'est-à-dire que le niveau de la mer, en fait, la mer, il y a un niveau moyen et puis il y a les vagues qui sont au-dessus. Mais un signal qui est plus ou moins sinusoïdal, etc., etc. On enlève ce signal-là et on définit le niveau moyen de la mer. Donc, ces marégraphes-là, pour déterminer les zones. Les marégraphes, c'est fait pour observer les périodes des marées hautes et des marées basses. D'ailleurs, on vous déconseille d'aller vous baigner quand il y a les marées hautes, n'est-ce pas? Bon, il y en a qui veulent essayer, ils peuvent toujours essayer. Hein? Mais très souvent, on vous déconseille d'aller, bon, moi, je ne sais pas nager, donc il y a les marées basses et les marées hautes. Et quand il y a les marées hautes, les bateaux peuvent entrer dans les ports. Donc, on fait des prévisions marégraphiques que les ports, ils ont ça. Et c'est avec, il peut savoir, le tirant d'eau, il est important, les bateaux peuvent aller dans le canal pour pouvoir... Mais, par exemple, on fait ces mesures-là depuis les années 1800, avec ces marégraphes. Depuis 1800, les ports, le port de Brest, par exemple, c'est là où on a la série peut-être la plus longue. Et puis, depuis quelques années, quand on a commencé à observer l'élévation du niveau de la mer, on s'est dit, mais tiens, on a des mesures marégraphiques. Pourquoi est-ce qu'on ne les prendrait pas pour avoir une estimation du niveau de la mer? Et donc, on est allé chercher les données marégraphiques. Parce que je vous ai dit qu'il y a le niveau moyen de la mer et puis il y a le signal journalier qui oscille, c'est-à-dire marée haute, marée basse, marée haute, marée basse, qui oscille autour du niveau moyen. Donc, si on a réussi à enlever la marée, on a le niveau moyen. N'est-ce pas? Donc, on est parti chercher toutes les données que nous avons sur 200 ans. Et c'est avec ça
qu'on a fait une estimation du niveau de la mer. Mais quand on a conçu les instruments de marégraphe, ce n'était pas pour mesurer le niveau de la mer, le niveau moyen de la mer. C'était pour savoir quand est-ce qu'il y a les marées hautes, quand est-ce qu'il y a les marées basses, à quel moment survient. Pour pouvoir faire aussi des prévisions. Parce que tout cela, c'est l'interaction entre la Lune et puis le Soleil et la Terre. Vous voyez? Alors, après, on s'est rendu compte que des fois, il y a des mouvements tectoniques. Il peut y avoir des mouvements tectoniques, c'est-à-dire que là où vous avez placé votre instrument de mesure, s'il y a eu, la Terre a bougé un tout petit peu, s'est affaissé un tout petit peu, ça va jouer sur le niveau. Donc, après plusieurs années d'analyse, mais avant, pour pouvoir faire ça, on ne mesurait pas les mouvements tectoniques. Donc, ça fait que les niveaux qu'on a donnés sur le niveau moyen de la mer dans certaines régions, c'était fou. C'était fou. Enfin, ce n'était pas très correct. C'est-à-dire qu'il faut faire des ajustements pour pouvoir corriger cela. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a les données, depuis 1992, on a les données altimétriques, c'est-à-dire le satellite qui va mesurer les variations entre les hauteurs entre le satellite et puis. Ouais. Et puis, on a ajouté maintenant qu'on appelle un GPS. Et on a essayé de pouvoir aussi. Donc, vous voyez, on a commencé maintenant à affiner les mesures. Parce que si vous avez des mesures fortes que vous introduisez dans le modèle, que lui-même, il n'est pas tout à fait de haut niveau, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Une estimation du climat qui n'est pas fiable. Donc, il faut avoir des données, des bonnes données, n'est-ce pas, précises, et il faut avoir des modèles de plus en plus améliorés, de plus en plus robustes, c'est-à-dire des modèles qui prennent en ligne de compte les phénomènes que vous voulez observer. Mais ça veut dire que vous avez bien compris le phénomène que vous voulez mesurer. Avec des mesures qui sont où il y a moins d'erreurs là-dessus, alors à partir de ce moment-là, vous allez sortir des choses avec la très haute précision. Donc, il faut avoir des mesures et il faut avoir de bons modèles. OK? Alors, bon, l'atmosphère, c'est. Il y a l'anthroposphère. L'anthroposphère, dans la majeure partie de ce qu'on étudie, c'est l'anthroposphère, c'est-à-dire jusqu'à 12 km par là. Jusqu'à 12 km de. Ce que vous voyez ici, vous voyez qu'il y a une décroissance de la température du sol jusqu'à à peu près 10 à 12 km par là. Et en général, les avions, ils vont jusqu'à 12 km. Où la température extérieure peut aller jusqu'à moins 60 degrés. Jusqu'à moins 60 degrés. Et puis après, vous rentrez dans la stratosphère. La couche d'ozone. Alors, cette couche d'ozone-là, il faut peut-être on va en parler un tout petit peu. Alors, quel est l'intérêt d'avoir cette couche d'ozone-là? Cette couche d'ozone, à quoi elle sert? Quel est le rayon? Oui. Oui, c'est monsieur Allô? C'est les UV. Oui, alors, oui, bon, c'est la même chose que vous voulez dire. Je veux dire que oui, la couche d'ozone nous protège des rayons ultraviolets. Oui. Ça, on serait grillé. Et cela allait nous brûler pour tous calciner. Oui, mais peut-être que chez nous, il y en a eu trop. Bon, oui, donc la couche d'ozone nous protège des
des rayons ultraviolets. C'est ça. Hein? Et les activités humaines dans certains endroits ont tendance à détruire cette couche d'ozone. Donc, il y a des trous d'ozone. Il y a des trous où les UV vont passer de plus en plus. Bon, avant de continuer, le réchauffement climatique qu'on observe actuellement, d'après vous, quelles sont les causes du réchauffement du climat qu'on observe actuellement? Les tendances, ce qu'on sait, et ce qui se dit. La question est pour tout le monde. Hein? Moi, je veux commencer. Il y a tenté de répondre déjà. Oui, allez-y. D'accord. Moi, je vais dire que oui, professeur. Les causes, selon les dernières choses que j'ai faites, parce que j'ai travaillé sur un projet de la politique, l'actualisation du projet de la politique énergétique de la CEDEAO. Oui. Et selon mes recherches, les causes, c'est ce qui m'a poussé même à approfondir mes études dans cette spécialité. Oui. Les causes sont purement tropiques. Les causes sont purement tropiques. Oui. C'est les activités humaines qui sont aujourd'hui à la base de tout ce bouleversement du climat que nous vivons dans. Quelles sont ces activités, en fait? Oui. Comment vous justifiez ça? Pour ça, on peut justifier ça. Bon, la justification même pas depuis même de la projet des grandes technologies que les Européens ont fait. La Renaissance, je crois bien, où ils ont commencé à développer beaucoup de choses, des industries et autres. Tout est parti de là. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend... voilà. L'industrialisation. On parle d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ça. Oui, c'est c'est André, oui? Oui, professeur. C'est André, oui? Oui. C'est les gaz. À effet de serre. Bon, comment on explique ça, ces gaz à effet de serre-là? On peut parler en fait de... Qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre? Vous demandez la définition des gaz à effet de serre. Pourquoi est-ce que les gaz à effet de serre constituent-ils sont des facteurs de réchauffement climatique? Pourquoi est-ce que ces gaz à effet de serre-là constituent des blocages, entrent en ligne de compte dans le réchauffement climatique? Je cherche une formule dans le gaz. En fait, pourquoi les gaz à effet de serre entrent en ligne de compte? Bon, il y a... Ils veulent mettre... Bon, je passe la parole... C'est pas le dioxyde de carbone. Je passe la parole à une étudiante qui est ici en présentiel. C'est l'excès du gaz. Monsieur. Ah oui, ok. Bon, elle a dit que c'est la présence du gaz carbonique. Excès. Qu'est-ce que vous appelez par excès? Monsieur. D'abord, il y a une limite. Allô? Oui, on vous attendez un peu, je vais vous passer la parole. D'accord. Le CO2 nous protège. Comment? Le CO2 n'est pas en excès. Voilà. Naturellement, il y a du CO2 dans l'atmosphère. Quel rôle joue-t-il le CO2 naturel qui est dans l'atmosphère? C'est-à-dire, quand l'univers a été créé, dans l'atmosphère, il y a du CO2. Oui. Il participe au maintien de la température à un certain niveau, permettre la vie sur la Terre. Voilà, de quelle manière il maintient-il? C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Oui, mais on peut aller encore plus loin. Professeur, oui, bon. Il joue un rôle de régulateur. Comment? Non. André, à la Oui, parole. professeur. Oui. Il joue un peu sur le... On va dire... Il cherche à équilibrer les zones... comment je vais appeler ça?
Il joue en fait sur le réchauffement de notre planète. Oui, il joue sur le réchauffement de notre planète. Bon, qui veut dire autre chose? Qui veut compléter? Faut qu'on comprenne ça bien, hein? Bon, oui. Il participe à la production. Il participe À la production d'activités. Grâce aux plantes. aux plantes et tout ça. Non, mais bon, Et c'est pas de ça qu'on veut parler en réalité. Nous, on parle de réchauffement. Oui. Y a-t-il un autre intervenant? Quoi ça? Oui. André. Est-ce qu'on me suit toujours? Alors, professeur, Oui. Ben moi bon, ici. parce que je voulais dire que, en fait, le CO2, And when you are coding this, comment je vais faire? Puisque je ne vois plus mes diapos. ah, d'accord, ok. Oui. Mais si je place aussi comme ça s'appelle. Il y a un point de connexion, quoi. Oui, La connexion n'est pas stable. c'est pas stable. Oui, souvent on vous perd même. Je vois le Zoom. Le zoom est où? En bas, après le PowerPoint. Where is it? I don't see. Allez, on voit. C'est à votre. Ici, là? Non. À votre droite. Allez, à votre droite. À ma droite encore? Oui. Je peux aller à ma droite encore plus. Ouais, ça. À votre gauche. Ouais, le Zoom qui est. Allons. Après, je suis du PowerPoint. À côté du PowerPoint? Ah oui, ici. Ah, Oui. Oh. voilà. Ah. Et là? Juste à côté. Là, comment j'affiche mes diapos? Comment je fais pour afficher mes diapos? View. It's not view. Speaker, yes. Mais tu minimises. Bon, on va minimiser. Qui intervient là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, pour ça, on vous entend. Bon. On vous attend, mais on voit pas l'écran. Ah, non. Allô, pour ça, on vous entend. Oui, mais moi non plus, je ne vois pas l'écran, je vois ici. Seulement l'écran, on voit pas. Ah oui, parce qu'il faut refaire ça. Et puis on dirait que ça s'est coupé. Voilà. Oui, C'est pas ok. que c'est Cher. coupé. Tout à l'heure, la connexion était coupée, je crois. Ouais, c'est ça. Avec- Mais même l'enregistrement aussi était arrêté. et tout. S'il vous plaît, là, C'est bon, ça marche. Maintenant, je vais voir, est-ce que je suis... non, c'est relancé. Bon, donc on était en train de... Internet connexion d'Instagram. Alors, on parlait de la couche d'ozone, on parlait du CO2, de réchauffement climatique, du réchauffement atmosphère. Oui, oui, professeur. Oui, en fait... On parlait du rôle du CO2. Oui, Voilà. ok. Vous avez la source de rayonnement, la seule source qu'on a, c'est le soleil. D'accord? Et le soleil nous envoie des rayonnements solaires sur
la Terre, au niveau de la surface de la Terre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une interaction qui va se produire. Vous avez fait les bases physiques de la télédétection. Alors, à ce niveau-là, les objets au niveau de la surface de la Terre, c'est réellement qui interagit avec la surface de la Terre. Il y a une partie qui est absorbée, une partie qui est réfléchie. Cette partie qui est absorbée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réchauffer les objets au niveau de la surface de la Terre. D'accord? Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle va réfléchir. Elle ne va pas réfléchir. Elle va émettre un rayonnement infrarouge thermique. C'est là tout le secret. Donc, capte cette énergie-là, une partie qui est réfléchie dans l'atmosphère, une autre partie qui est absorbée, parce que selon les objets, des fois tout le rayonnement est absorbé, ou une bonne partie est réfléchie. Donc, la partie qui est absorbée, le rayonnement qui est absorbé, il va réchauffer les objets au niveau de la surface de la Terre. Et il va se comporter alors comme un corps noir qui va émettre alors, ce qui va émettre, c'est un rayonnement infrarouge thermique. Ce rayonnement infrarouge thermique qui est émis dans l'atmosphère va rencontrer les gaz qu'on appelle le CO2 dans l'atmosphère. Il va être absorbé, il va réchauffer cette zone-là, cette bande atmosphérique-là, cette zone atmosphérique, et à son tour va réémettre vers la surface de la Terre. Donc, entre la zone où on a le CO2 et la Terre, il va y avoir ce qu'on appelle un effet de serre. Donc, ça va permettre la vie sur Terre, c'est-à-dire qu'il va réchauffer les basses couches de l'atmosphère. Mais cette présence de CO2 dans l'atmosphère, c'est tout naturel. Heureusement qu'il y avait le CO2. Sinon, qu'est-ce qui se passerait? On serait tous, on gèlerait. Ouais. Alors, à l'aide de l'industrialisation, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas beaucoup pensé à ça. On a émis des gaz de CO2 de plus en plus dans l'atmosphère. Donc, la concentration de CO2 de l'atmosphère ayant augmenté, le rayonnement infrarouge thermique qui est réémis vers l'atmosphère va être de plus en plus piégé et il va réémettre à nouveau vers la surface de la Terre. Donc, entre cette zone et la zone, il va y avoir des réchauffements de plus en plus importants. Donc, pour lutter contre le réchauffement climatique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer la quantité de gaz CO2 qui est émis dans l'atmosphère. N'est-ce pas? Alors, sur la Terre, il y a des zones qu'on appelle des zones puits et des zones sources. D'ailleurs, un jour, je vais vous présenter une vidéo. Le couvert végétal dont on parle, il absorbe le CO2 et puis il rejette quoi? L'oxygène. L'oxygène. Mais on verra que pendant la nuit, il rejette plutôt du gaz carbonique. Donc en réalité, c'est lui qui va nous permettre d'avoir l'oxygène même. Ce ne serait pas seulement le couvert végétal. Ce sera tous les éléments au niveau des océans, surface océanique, qui vont être les grands producteurs d'oxygène. Maintenant, quand on va polluer les océans, cette vie marine-là va être détruite. Ah, vous ne m'entendez pas? Oui, c'est l'Internet, hein? C'est la connexion qui n'est pas... Oui, ce n'est pas stable, ça te coupe. Vous m'entendez maintenant?
Vous m'entendez? On t'entend mieux que ma posture. D'accord. Oui, on C'est t'entend là-bas mieux ou c'est maintenant. chez nous? Moi, je comprends que ça coupe, hein. Mais chez moi, on me dit que c'est instable. Bon, ça va mieux, non, maintenant? Ouais, ça va, ça Oh, va. c'est bon, je vous entends. D'accord. Donc, le CO2, il est absorbé par le couvert végétal et ce couvert végétal-là va produire de l'oxygène. C'est là qu'il faut protéger l'Amazonie, il faut protéger les forêts équatoriales. On ne parle pas beaucoup de notre forêt équatoriale, mais c'est une zone qui est à protéger. La forêt là, dans le bassin du Congo, là, il faut protéger cette forêt-là. Et c'est aussi un poumon pour la vie humaine. Hein. Donc, il absorbe le CO2, il rejette et puis il produit de l'oxygène. Mais la nuit, c'est le contraire qui se passe. Donc, j'ai dit que il y a la vie marine qui va produire des espèces marines qui vont produire beaucoup d'oxygène. Et la plupart de ce que nous, l'oxygène qui est en respire, ça provient de là. Maintenant, le danger, c'est quand on va polluer les océans, alors cette vie marine-là, on va la détruire. Si on la détruit, alors on aura très peu d'oxygène. D'accord? C'est le plancton, je parle, le plancton. Hein? Le plancton, après on va revenir à ça. C'est extraordinaire le plancton. Bon, on va passer à autre chose. Alors, dans l'atmosphère, il est 11h. On va arrêter à 11h. S'il vous plaît, pose une question. Oui. Vous savez, vous êtes en train de dire qu'il faut protéger tout ce qui est la biosphère, les forêts et tout. Mais n'empêche que, s'il vous plaît, n'empêche que les gens continuent de construire des maisons en bois. Surtout en Europe, c'est normal en fait. En construisant ces maisons en bois, ou en utilisant tout ce qui est meubles en bois, nous détruisons la forêt qui est censée peut-être nous protéger de ces gaz à effet de serre. Mais en fait, moi, quand je suis allé au Japon, j'ai vu beaucoup de gens qui ont construit. Mais au Japon, vous coupez un arbre, vous plantez un arbre. C'est-à-dire qu'on peut toujours utiliser le bois, mais il faut planter. Le Bhoutan, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Bhoutan. C'est pas ce qu'on fait chez nous ici. Oui, mais c'est-à-dire que vous coupez un arbre, vous plantez un arbre. Et c'est ça, ces ressources-là. S'il vous plaît. Oui. Et quand vous coupez un arbre. Il ne suffit pas de planter. Il faut veiller à ce que ce arbre grandisse. Oui. Oui, on peut planter, mais ça peut ne pas générer. Il faut suivre pour que ça génère bien jusqu'à ce que ça prenne forme ou ça soit naturel. Il faut veiller à ça. Il faut veiller à cela. Au bout de 30 ans, 40 ans, c'est ce que vous avez planté là devient des arbres. C'est ça. Ah oui. C'est-à-dire c'est toute une politique, hein, c'est-à-dire c'est une discipline. Au Japon, j'ai vu sur les zones montagneuses là, il y a des arbres partout. Ça a été planté. Tout dernièrement, j'étais à Bruxelles là, il y a un parc. Mais c'est des arbres qu'ils ont plantés sur des kilomètres et des kilomètres en ville. Et il pleut tout le temps à Bruxelles. Ils ont planté. Vous faites 20 km de marche dans ce parc-là. Ils ont planté. Moi, ça. Ici, nous, on fait, c'est la vie sauvage. En réalité, c'est ça. C'est-à-dire, il y en a tellement en abondance qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de détruire ce qui accorde la vie. Mais il faut mener une politique aussi pour planter. Et ce n'est pas de la blague, c'est-à-dire qu'il faut véritablement planter et veiller à ce que ce qu'on a planté là soit entretenu. C'est tout. Et il faut mettre les moyens pour ça.
C'est facile à faire et c'est important de le faire. Il ne faut pas le faire dans le désordre. On dit chaque année, la journée de l'environnement, on fait des discours, etc., etc. Mais il faut planter. La forêt du Banco qui est là, vous voyez qu'il y en a même qui ont enlevé une bonne partie pour faire des opérations immobilières. Ce n'est pas normal. Alors, vous avez les points d'eau dans ces zones-là, mais si on Pas enlève, du tout. comment on appelle cette zone-là même, où c'est pas loin de la forêt du Banco, c'est des zones où, pour ceux qui font les géologues là, il y a une bonne partie, il y a beaucoup de souterrains là. Mais une fois qu'on aura enlevé les arbres pour mettre des maisons, l'eau ne va plus s'infiltrer. My God. Monsieur, on n'entend rien. C'est bloqué là. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Allô? Oui, vous m'entendez? Avec beaucoup de difficultés. Bon, mais le coup va s'arrêter dans 5 minutes de toutes les façons. Si le Avec reste, beaucoup de c'est pas grave. difficultés, monsieur. C'est bon? Vous m'entendez? Bon, ok. J'ai dit que dans la troposphère, on trouve à peu près 90% de la quantité de gaz atmosphérique. Et cette couche-là, elle s'étend jusqu'à 12 km, à peu près. C'est 6-8 km dans les pôles et puis jusqu'à 16 km à l'équateur. Donc, c'est dans cette couche-là qu'on va trouver toutes les formations nuageuses et tous les phénomènes météorologiques qu'on va pouvoir observer. Donc, toutes les mesures qu'on va faire quand on voit les sondes et tout ça là, c'est dans cette couche-là qu'on va faire des mesures. D'accord? On envoie un ballon sonde, il mesure la température, la pression et d'autres variables qui transmettent. Mais après, ça s'éclate et puis bon, ils font ce qu'on appelle les sondages atmosphériques. Après cette couche-là, il y a la stratosphère. La stratosphère est là, qui va jusqu'à 50 km à peu près. Jusqu'à la stratosphère. Vous voyez que là, vous avez la température qui va alors décroître jusqu'à 0 degré, puisque au sommet de la stratosphère, on peut atteindre moins 60 degrés. Puis après, ce n'est pas... Alors, quand vous regardez les océans et puis l'atmosphère, c'est comme deux miroirs face à face. Dans l'océan, la température, quand on franchit la thermocline, la température commence à décroître jusqu'à atteindre au fond des océans autour de 2 degrés. 2, 3 ou 5 degrés. Vous voyez, jusqu'à 6000 mètres de profondeur, vous avez la température qui est autour de 2 degrés. Comme dans l'atmosphère aussi, la température décroît.
Alors, après cela, bon, vous avez dans la stratosphère à peu près 10% de la quantité de CO2. Et puis, la température va croître jusqu'à à peu près 0 degré à 50 km. Au-delà, vous avez, il n'y a que 0,1% des masses gazières, des gaz que vous avez. Soit 18% d'azote, 21% d'oxygène, et puis vous avez quelques gaz rares, vous avez aussi 0,41% de CO2, et puis il y a des gaz traces. Donc la majeure partie de l'atmosphère, c'est, souvent les gens simplifient, 80% d'azote et puis 20% d'oxygène. Bon, il y a 78% d'azote, 21% d'oxygène, puis l'argon et puis CO2, faible quantité, l'atmosphère. Donc, on disait tout à l'heure que l'atmosphère protège la vie sur Terre en filtrant, en bloquant ou en filtrant les rayons ultraviolets. Et puis, il va réchauffer la surface de la Terre grâce au phénomène de gaz à effet de serre. Et ça va diminuer les écarts de température entre le jour et la nuit. C'est les gaz à effet de serre qui permettent cela. Bon, la composition chimique de l'atmosphère, c'est donc résumé dans ce tableau-là. Notamment le CO2, vous avez que c'est 380 ppm par nuit. C'est faible. Maintenant, si vous regardez à l'ère, si vous regardez l'évolution du CO2, je pense que je dois avoir des courbes d'évolution ici. Vous allez voir que cette courbe-là, elle a évolué et continue d'évoluer régulièrement à cause des activités, très souvent des activités humaines. Des activités humaines. C'est le facteur le plus majeur dans le réchauffement climatique. Alors, qu'est-ce qui provoque alors la montée des eaux, le niveau des océans? La fonte, c'est la fonte des glaces. Parce que, bon, il y a un phénomène de dilatation aussi thermique qui va faire ça. Parce que les zones de l'Antarctique et autres là, qui sont gelées constamment, vous allez avoir, quand il va y avoir une fonte progressive de ces eaux-là, de ces glaces-là, et qui va rejoindre la mer, petit à petit, vous allez avoir une élévation du niveau. Et là, ça devient de plus en plus grave parce que ça fond. Allô, professeur? Oui. Mais l'image la plus simple, avec ce que vous venez de dire, c'est la poussée d'Archimède. L'image la plus simple pour pouvoir bien illustrer ça. Non, mais ce n'est pas en tant que ça. Ce ne sont pas tout ce qui est. Ce n'est pas la poussée d'Archimède. C'est le volume d'eau qui va augmenter. Est-ce que vous avez de la glace qui est dans l'eau? Il y a des zones qui sont complètement gelées. C'est ça. Qui vont fondre. Parce que la poussée d'Archimède, là, c'est quoi? Tu vois, c'est quand on met un objet dans un liquide. C'est ça qui va entraîner l'oxydation. Alors que ça, c'est pas ça. C'est pas la glace qui va. Ça, c'est fondu. Ça, c'est fondu. C'est-à-dire, la fonte de la glace
va augmenter le volume d'eau que vous avez des océans. D'accord. Et puis, il y a la dilatation thermique. D'accord. La dilatation thermique. Bon, je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. On va arrêter le cours pour aujourd'hui. Et puis, on va séquence la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, on va poursuivre. Mais il y aura des parties que je vais vous laisser. Je vais laisser ça à votre besoin pour pouvoir faire des exposés. Parce que vous serez, je vais vous noter sur ça, sur les exposés que vous allez faire. OK. Bon, donc, je vous remercie et puis j'arrête là pour aujourd'hui.